Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passés pour nous mais l'esprit tipolo m'en tête tout. Toujours pas repayé tourner vos stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde. Toujours un plaisir de vous accueillir dans votre émission préférée. Vous pouvez répéter après moi. Papa, pas génité. On le dit en duo, en famille, avec son tati, la voisine, le voisin. Vous savez déjà, c'est votre émission. C'est un plaisir. Nous sommes toujours contents, toujours heureux de participer avec vous sur des thématiques qui nous concernent tous et toutes. Jonathan, je commence par toi aujourd'hui. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Olivier? Moi, ça va tranquille. Hein? Comme tu disais, pour améliorer également le bien-être de tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les gens qui nous suivent, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les mardis à 15h et le samedi à 10h, ou bien sur YouTube. Je le répète aussi, partagez les émissions si vous nous regardez via les réseaux. Parce que ça peut aider un voisin, comme tu disais, un tonton, une tati, un cousin. Ça peut pas force là-bas tout le monde. Donc voilà. On est là, impeccable, impeccable. Aujourd'hui, on va parler de la libido. J'allais dire le colon. Est-ce que vous comprenez déjà? J'allais dire le colon, mais ils savent tous pourquoi. Nous avons deux grandes invitées. Nous avons d'abord Madame Marie-Laure Maxime. Comment vas-tu? Bonsoir. Je tutoie, mais elle me connaît. Oui, il n'y a pas de problème. Bonsoir, Olivier. Peux-tu te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Alors, Marie-Laure, 41 ans. Non, pas du tout. Alors, je suis thérapeute. Profitez, si vous voulez faire un speed dating, c'est maintenant. C'est maintenant que j'arrive. Non, ça va. Merci beaucoup. Mais je prendrai l'opportunité peut-être la prochaine fois. Sans problème. Du coup, je suis maître praticienne en thérapie brève, orientée solution, avec une spécialisation en sexothérapie, en hypnose ericksonienne et en programmation neurolinguistique. Moi, je sais que j'ai pas tout compris. Mais il n'y a pas de problème. On va en discuter. Je vais te le faire par écrit. J'ai entendu sexothérapeute. Voilà, j'ai retenu celui-là. On ne sait pas pourquoi. Ne venez pas. On se demande vraiment pourquoi. Madame Emmanuelle. Emmanuelle, je sais que je t'ai toujours appelé Emmanuel. Sibéron. Ah oui, Sibéron. Mais non, je connais la honte en live. Madame Sibéron Emmanuel, comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Peux-tu te présenter en quelques secondes aussi, s'il te plaît? Bon, moi, je te connais, mais bon. Emmanuel Sibéron, pas totalement finalement. Hein. Oui. Une petite pique. Voilà. C'est moi chercher. Donc, je suis hygiéniste naturopathe spécialisée dans l'hygiène du côlon. Voilà. Sophrologue également. Ok, merci. Merci, mesdames, d'avoir répondu présent. Avec plaisir. J'ai oublié, tu t'es pas présenté. Moi, Jonathan Rosine, habitant du François. Futur merde. Bon, il est humble. Il veut pas dire. Non, c'est cool. Bon, comme je vous disais, vous voyez, c'est déjà la bonne humeur. Nous allons quand même rester sérieux. Nous allons discuter de la libido. Si je dois commencer, Marie-Laure, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la libido, s'il te plaît? Alors, selon toi. Selon moi, la libido, donc aujourd'hui, c'est ce qui active le désir sexuel. Voilà, c'est l'énergie qui crée l'activation du désir sexuel. Maintenant, à une époque, ce cher Sigmund, que nous connaissons, qui n'a pas dit que des choses inintéressantes, mais qui en a dit aussi, avait décrit la libido comme étant l'énergie des pulsions sexuelles. Donc il associait plutôt ça à quelque chose d'un petit peu presque dysfonctionnel. Voilà. En tout cas, il abordait les deux aspects, l'aspect plutôt du côté vie et l'aspect plutôt du côté mort. C'est comme ça, en tout cas, qu'il le distinguait. Voilà. D'accord. Ok. Emmanuel, est-ce que tu as la même perception? Exactement. Je ne connaissais pas celle de Freud, parce que je ne suis pas une grande fan de Freud. Mais effectivement, c'est ça. C'est le désir sexuel, en tout cas, ce qui appelle en tout cas au désir sexuel. D'accord. Jonathan, tu as la même perception du mot? Quand j'entends libido, moi j'ai plus une impression. Quand j'entends libido, moi j'entends problème derrière. Ah bon? J'entends conflit. C'est ma perception. Peut-être que vous allez me faire voir autrement pendant l'émission. Mais quand moi j'entends libido, j'entends il y a un souci. C'est comme ça, c'est ma perception de Elle veut te montrer leur libido? Un peu d'humour. D'accord. Donc le désir sexuel, si j'ai bien compris. Oui, en tout cas, c'est la définition. Après, effectivement, aujourd'hui, la libido devient un sujet qui souvent est lié à des problématiques, soit de manque, soit de, comment dirais-je, oui, de questionnement. C'est-à-dire que ça devient vraiment une sorte d'étiquette. Les gens le vivent de façon assez lourde, puisque ça devient un problème. Pourquoi j'ai une baisse de libido? Pourquoi j'ai un manque de libido? Est-ce
est-ce que je suis normale? Alors qu'au final, la libido, c'est très personnel. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une énergie sexuelle qui se passe entre soi et soi avant de s'exprimer avec l'autre. Parce qu'il y a certains mots qui me sont revenus quand je pensais à la libido, tels que la frustration. Les changements, il peut aussi y avoir des changements aussi au niveau du corps, hein, Tout à fait. savoir qu'on grossit, ou bien on peut également maigrir aussi de manière précoce, je dirais. Les émotions négatives également qui peuvent s'accumuler. J'entends aussi la charge mentale, Tout à fait. parce que la charge mentale aussi peut également jouer sur la Impacter, libido, oui. impacter par rapport à la libido, à savoir que peut-être en termes de responsabilité dans un foyer, hein, à savoir que peut-être une femme ou bien un homme également peuvent penser à beaucoup gérer dans la maison, donc arriver au moment tranquille dans le lit, il peut avoir un souci. Donc j'entends beaucoup ça. Juste un oubli, on pense à autre chose, on est préoccupé, On est surtout préoccupé. On ne pense pas à notre intimité et c'est vrai qu'on a d'autres priorités en tête, donc on est envahi par Et la puis les vie. conflits aussi. Les conflits qui peuvent être récurrents aussi. Donc tout ça, pour moi, ça peut jouer sur une baisse des libidos. C'est pourquoi quand j'ai parlé de libido, que je parlais de problème, c'est à travers tout ça. On va y arriver de toute Clairement. façon. On va y aller, on va monter crescendo. Comme On va d'habitude. monter crescendo. Emmanuel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Eh ben, en fait, pour ajouter à ce que disait Jonathan, il parlait beaucoup de tout ce qui était psychologique. Donc en fait, c'était plutôt les problèmes, enfin tout ce qui était autour, en tant que charge mentale, etc. Mais il y a aussi, bon, c'est vrai que ça touche beaucoup plus les femmes, puisque les femmes le vagin est beaucoup plus sensible. Mais il y a aussi les problématiques physiques. Donc on peut avoir des sécheresses vaginales, des vaginites, donc ça peut causer des douleurs, donc forcément ça va baisser la libido. C'est vrai que les hommes auront principalement le problème de la prostate, donc c'est vrai qu'il y a juste ce petit problème-là Ou ce le trouble problème. érectile. Oui, c'est ça. Donc, des d'accord, fois, c'est lié. d'accord. Enfin, voilà. Et ce qui fait qu'au final, les femmes pensent aussi à ça, à cette partie beaucoup plus souvent aussi, en plus de la charge. En fait, la partie psychologique, il y a aussi la partie physique. La partie physique peut venir également après un accouchement. Aussi, oui. Le Tous changement les de facteurs, corps. en fait, hormonaux, hormonal, physique, qui peuvent jouer par rapport à ça aussi. Exactement. Et qui crée du stress, en fait. Hein. Je pense que c'est générateur de stress. Et le changement, de toute façon, est générateur de stress parce qu'on ne se reconnaît plus, parce qu'on n'a plus l'énergie. Parce Le qu'on désir aussi. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est la définition de la De la libido. libido. C'est-à-dire que quand on est dans un couple au départ, forcément, hein, on est dans la séduction, on donne le meilleur de soi-même, on ne connaît pas l'autre, on est dans le mystère, c'est génial. Et puis, on a le quotidien. Qui nous met une rattrape. calotte. Ça nous rattrape rapidement. Voilà, qui nous rattrape et qui, quelque part, parce qu'on voit la personne au quotidien, baisse un petit peu l'espace fantasme qu'il peut y avoir au départ quand on ne connaît pas bien l'autre. Donc, tout en étant humain, que l'on veuille ou non, ça impacte sur notre libido et sur le désir que l'on éprouve à l'égard de son partenaire, même si on l'aime beaucoup. Tu disais que la libido était propre à chacun. Est-ce que selon vous, on peut la mesurer, la libido? Est-ce que ça se mesure une libido? Est-ce qu'on peut dire, moi, parce que certaines personnes vont dire, moi j'ai plus de libido que toi. Mais est-ce qu'en réalité, il y a une possibilité de mesure? Est-ce que tu veux commencer à répondre? Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait une mesure particulière, puisque ça voudrait dire qu'en fait, il y a des normes et en fait qu'on rentre dans des cases. Sauf que ça n'existe pas. En fait, déjà, quand on peut comparer une libido, c'est forcément déjà pour commencer avec son partenaire. Maintenant, il faut déjà se connaître soi-même, donc ça réduit encore le cadre. Est-ce qu'on est du style à plutôt avoir envie d'être dans des réflexions, etc., charge mentale dont on parlait, ou est-ce que du coup le désir, en fait, on le ressent même quand il n'y a personne auprès de soi. Donc il y a déjà ça. Donc on peut pas vraiment quantifier, d'autant plus que au fil du temps aussi ça peut varier. Quand on a 15 ans, quand on en a 30, 40, ou en fonction des problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Comme la fameuse pyramide de Maslow, tu n'as déjà pas à manger, enfin je sais pas, tu vas pas commencer déjà, voilà, les besoins primaires, en fait, tu vas pas commencer tout de suite à penser à de la libido, enfin au désir sexuel, en fait, c'est pas ce qui va monter en priorité, donc ça peut fluctuer en fonction des moments de notre vie, déjà en tant qu'individu, donc en plus en fonction de la personne avec qui on est, d'une personne à l'autre, ça peut varier, si cette personne est beaucoup plus câline et qu'on est très câlin, bon, ça peut plus se passer, si l'autre est plutôt glacé, bon, et qu'on est plutôt câlin, ça va... On aura plutôt cette tendance à penser qu'on est frigide, bon, masculin ou féminin. Et voilà, donc on ne peut pas quantifier.
C'est difficilement quantifiable, d'autant plus que, en fait, vous parlez, je pense, quand vous dites moi j'ai moins de libido que mon voisin ou que mon ami, je pense que vous parlez de la pratique sexuelle, non? Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste l'énergie sexuelle, comment on peut la quantifier si c'est une énergie? Donc, si on peut dire, bon, effectivement, en termes de pratique sexuelle, en termes de sexualité tout court, avec l'autre ou avec moi, cette année ou ce mois-ci, j'ai plutôt tendance à observer que c'était rare ou beaucoup plus fréquent. D'ailleurs, l'impact des saisons, parfois, même si on dit que, voilà, en Martinique, on n'a pas de saison soi-disant, on a des saisons. Et clairement, au moment, en fait, entre mai et septembre, il y a une petite poussée hormonale qui favorise clairement le désir sexuel. Peut-être qu'on se laisse un peu plus aller parce qu'on est en vacances pour la plupart, etc. Donc tout ça, ça impacte sur notre fonctionnement. Mais c'est bien de distinguer quand même l'énergie et la pratique que l'on met en place après. Ce n'est pas la même chose. La légende urbaine, on va dire que les hommes ont plus de libido que les femmes. Archi faux ou bien archi vrai? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend du moment où ils sont dans leur relation, ça dépend du moment où ils sont dans leur vie, ça dépend de tout ce dont vous avez parlé et qui impacte sur cette énergie-là maintenant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a la testostérone chez vous qui est plus présente que chez la femme et qui, de ce fait... C'est-à-dire que je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Certaines études auraient montré que le désir sexuel naît dans des zones différentes du cerveau, chez l'homme et chez la femme. Du coup, chez l'homme, ce serait dans la zone du cerveau reptilien, cerveau archaïque. Et chez la femme, ce serait le cerveau limbique, donc le berceau en fait des émotions. Mais ce n'est pas parce que ça naît là que ça reste là. Après, ça fait le tour des autres zones et donc ça va jusqu'au cortex. Mais parce que ça naît dans des zones différentes, forcément, les déclencheurs seront différents. Donc, est-ce que l'homme a une libido plus importante que la femme? Je pense que le conditionnement sociétal accepte plus facilement qu'il l'exprime parce que ça naît dans cette zone-là que la femme qui va dire « Tiens, j'ai envie de lui, tiens, j'y vais, je vais coucher avec lui, je vais faire ci avec lui ». Parce que tout de suite, la femme sera mise dans une catégorie de femme facile, pour ne pas dire autre chose, et l'homme sera considéré comme un don Juan. Et au-delà de ça, même si on sort même du cadre des préjugés, rien que les règles sociétales qui sont principalement justement masculines, qui bloquent justement les fusions d'émotions, la femme justement est forcément plus bridée dans ça, ce qui fait qu'au final elle aura moins de libido, soi-disant. C'est ça, c'est l'image qui est entretenue. Donc vous êtes en train de me dire par rapport à la société, les femmes seront obligées de se contenir par rapport à leur libido? C'est-à-dire que c'est l'évidence comme ça au premier abord. Maintenant, il faut faire un travail sur soi, c'est toujours on en revient toujours là, au travail sur soi, en fait. Donc, l'approche, l'auto-éducation aussi, ou l'éducation qu'on a reçue étant petit, et ensuite l'auto-éducation volontaire, quoi. Donc, quand on regarde Papa Génitait, par exemple, on peut se poser après des questions en se disant... on pourra commencer à se dire, tiens, en tant que femme, par exemple, en se disant, tiens, quelles sont les choses que je pourrais mettre en place, ou quelles sont les solutions pour justement pallier à ça. Parce que tu dis quelque chose d'important aussi, hein. On parlait de société, mais également au niveau de l'éducation des filles. Bien sûr. L'éducation des filles vont également brider sur la libido. Le rapport au corps. Par rapport au corps également. Et à leur désir. Il y a plein de carcans qui peuvent brider cette évolution-là, et ça passe par l'éducation, effectivement, par des croyances parfois religieuses ou dogmatiques. Ça passe par plein de circuits qui sont des règles qu'on a envie de suivre, mais qui, au final, pour la femme, a été plutôt quelque chose qui l'a muselé, en fait, dans sa façon d'exprimer sa sexualité, dans sa façon de la vivre, dans sa façon de la ressentir. Donc, aujourd'hui, ça a quand même tendance à évoluer. On le voit, il y a plein de personnes à travers les différents médias, les réseaux sociaux, qui parlent de plus en plus du plaisir et du désir féminin, hommes et femmes d'ailleurs, heureusement. Et ça permet à chacune d'avoir un nouveau rapport à son corps. C'est vrai que la génération des 15-25,
n'est pas la même si elle est très proche des 26-35. Déjà, c'est la Et génération pareil, Z aussi. tout à fait. Donc, ils ont accès à tout un tas d'informations auxquelles on n'avait pas accès, ce qui ne signifie pas qu'ils ont un rapport au corps plus... maîtrisé. Exactement. Plus détendu, plus aligné. Mais en tout cas, ils ont accès à plein d'informations. Si on regarde notre génération, donc les 35-45, c'est vrai que nous, pour aller chercher l'information à leurs âges, c'était une quête en fait. Il fallait trouver un magazine ou un catalogue pour pouvoir trouver des choses qui attisent notre curiosité et nos fantasmes. Et c'était très tabou, la masturbation, mais c'était un mot qui ne se prononçait même pas dans certaines familles ou dans certains environnements. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, il y a cette ambivalence, ce paradoxe entre la femme est encore un peu bridée. Donc on a du mal à lui accorder une sexualité libérée sans la juger. Et en même temps, le fait que comme il y a un maximum d'informations qui sont mises en lumière, par rapport à la sexualité, son désir et le fait qu'elle soit autorisée à le vivre librement, la femme est en train de prendre sa place dans la sexualité pleinement et elle n'est plus enfermée dans quelque chose, une image lisse en fait, tout simplement. J'en place une pour les hommes. Vous avez parlé d'éducation, mais en fait, il n'y a personne qui nous éduque, nous non plus. Oui, il n'y a pas d'homme qui vient... Enfin, en tout cas, je n'ai pas connu ça. J'ai discuté avec beaucoup d'hommes, on va dire de ma génération. On n'a pas été éduqués sexuellement parlant. Oui. Ou sinon, on l'a été éduqué par le porno. C'est ça que j'allais te dire. Oui, par le porno. Et donc, voilà, en fait. C'est-à-dire que, certes, on ne nous a pas bridés, mais on ne nous a rien enseigné. Surtout au niveau émotionnel. Exactement. On nous a bridé au niveau donc, émotionnel pour la plupart. On s'est fié à des images. On s'est fié à notre réaction par rapport à l'image reçue. C'est ça, une mécanique. Donc on s'est identifié à ces images et je peux même dire que ces images ont pu même compliquer les rapports entre hommes et femmes. Bien sûr. Parce que comme un homme, si on regarde du porno et qu'on pense que c'est que comme ça, logiquement le rapport va être, je vais même dire peut-être brutal en fait, parce que le porno a son côté brutal. Même si j'estime que ça peut être, si on prend le temps d'analyser un peu le porno, ça peut être un outil qui peut aider. Clairement. Maintenant, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, ça crée un rapport assez brutal parce qu'il n'y a pas d'explication derrière, il n'y a pas de notice, il n'y a rien du tout, c'est fait comme ça. Enfin, on te fait croire que c'est comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Okay. C'est pourquoi? Parce que moi, je vois plus le porno. Le porno, là, maintenant, bon, du haut de mes 38 ans, je rigole. J'y ai cru. Ça aurait pu passer. C'est-à-dire que je vois toujours la femme comme, surtout dans la soumission. Genre, un homme, il arrive, il est plombier, et puis genre, la femme, elle est facile. Genre, oh, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est le porno des années 60, le plombier. Je plaisante. Voilà. Non, mais ceux qui bouffent, quand tu sens, il n'en a pas trop regardé, ça va. Dans cette soumission-là, c'est souvent une femme qui réduit un rôle. C'est ça. Qui réduit un rôle, donc, voilà, tu vois. Donc, ou bien le gars, il arrive, et puis il y a 25 femmes qui l'attendaient, tu vois. Mais en fait, le porno est issu d'une perception de certains hommes. Exact. C'est ça aussi. Donc, quand les femmes ont commencé, comme elles expliquaient, à prendre leur place dans le porno, à réaliser qu'elles avaient quand même des choses à dire, parce que peut-être que, comme je dis, le rapport était un peu trop brutal, où on leur demandait de faire des choses qui, parfois, dépassaient l'entendement, elles ont tapé du poing sur la table. Aujourd'hui, tu as des productrices, tu as des réalisatrices, donc elles apportent une autre vision. Voilà. Et tu sens que le porno, alors oui, ça m'arrive de regarder, je m'en fous. Je ne suis pas tout seul, hein, on va pas... Non, clairement. Donc, on sent qu'il y a... Moi, j'estime que oui, c'est un peu changé. Sur certains... On sent qu'il y a un peu plus de partage des fois, ou des fois, les scénarios sont un peu moins tébés. Tu vois, j'ai compris, oui. Oui, je citais... Non, il y a des scénarios qui sont bidons. Mais bon, on ne va pas faire l'apologie du porno, je rassure. Il y a des catégories. Quand on va sur les plateformes, il y a des catégories. On choisit ce qui nous excite, en fait. Le porno, c'est un libre service pour atteindre l'orgasme rapidement, seul ou accompagné. D'ailleurs, il y a aussi des couples qui regardent des pornos pour s'amuser, en fait. Donc, pour favoriser leur libido, alors? Pour pouvoir tester quelque chose de différent, tout simplement, pour s'exciter, pour sortir de leur cadre, pour même pour découvrir si ça les stimule ou pas. Peut-être voir des images qu'ils n'ont jamais vues, essayer des choses qu'ils n'ont jamais essayées. Après, ça peut être très limitant parce que souvent, c'est au-delà du faisable. Mais bon, voilà, il y a quand même cette ouverture. Le porno n'est pas uniquement destiné aux hommes aujourd'hui. Il y a plein de femmes qui regardent des pornos. Il y a des couples qui regardent des pornos. Donc,
je ne fais pas non plus l'apologie du porno, mais c'est vrai que ça reste un outil qui permet aux personnes qui en ont envie d'atteindre l'orgasme rapidement. C'est tout. C'est un outil. Principalement les et c'est adultes, pour ça que, mais ça ne doit pas être un outil éducatif. Voilà. Bien sûr, exactement. Ben, ça c'est ça perturbe, la limite. Ça perturbe, enfin... Mais Ouais, ça ça perturbe les ados, les jeunes hommes et qui ils restent vont parce qu'ils pensent que c'est ça en fait. Hommes et Ils femmes, sont d'ailleurs. obligés de désorienter puisqu'en réalité, premièrement, il n'y a pas d'éducation forcément à la maison. Voilà, exactement. Et la seule vision qu'ils ont, c'est ça. Exact. Ce n'est pas, donc en fait, ils vont essayer de calquer ce qu'ils ont vu à leur vie quotidienne, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça la vie. Là, quand on parle d'adultes qui essaient de mettre un peu de piquant, puisque tout à l'heure là, on a bien précisé que c'est beau au début, mais après, ça a un peu de monotonie. Donc on peut mettre un peu de piquant comme on peut, ou comme on disait, la masturbation n'est pas illégale. Donc si on est tout seul en tant qu'adulte, en fait, on voit ce qu'on peut, on se gère comme on peut, quels que soient nos désirs. Mais en tant qu'enfant, que jeune, qui est en train de découvrir, qui ne se connaît même pas d'ailleurs, et qui ne sait pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ça devient un peu dangereux quand même d'avoir comme première expérience la vision du porno. Sauf que ça existe depuis longtemps et souvent pour les jeunes garçons, ils y accèdent rapidement, dès l'âge de 11-12 ans, quand j'entends des confessions des uns et des autres. Internet t'impose un peu. Et aujourd'hui, avec Internet, ça se fait même avant. Donc c'est clair que leur rapport au corps est biaisé et souvent désincarné quand ils commencent à avoir des rapports physiques avec l'autre, parce que, effectivement, ils ne sont pas, même si ils ont conscience de ce que c'est à travers des images du porno, le fait de le vivre avec l'autre, ils sont désincarnés en fait dans leur rapport au corps. Et puis c'est trop jeune. Les jeunes filles qui ont des premiers rapports à 13 ans, parce que la moyenne d'âge c'est quand même 14 ans, donc 13-14 ans, leur corps n'est même pas encore fini, entre guillemets. Et elles se lancent dans ça avec une vision peut-être pornographique de la sexualité, et ce n'est pas agréable. Quand tu dis que le corps n'est pas encore fini, excuse-moi de t'interrompre. Oui, tu peux. Tu parles surtout dans le corps, physiquement, ok? Mais est-ce qu'au niveau, au niveau de certaines sensibilités, il y a aussi une finition qui n'est pas encore effectuée? C'est ça, c'est les deux en fait. Certaines personnes vont avoir le corps déjà formé, hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes femmes. Maintenant, au niveau psychique, au niveau émotionnel, ils n'ont pas encore vécu beaucoup de choses. Ils peuvent avoir vécu, ils peuvent avoir vécu des choses difficiles ou intenses, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la maturité pour pouvoir savoir, ok, c'est quoi leur plaisir ? Quel est leur rapport à l'autre? Est-ce qu'ils vont vraiment se connecter au sens pour pouvoir rentrer en contact avec l'autre? C'est très jeune. C'est très jeune et c'est important de se laisser du temps. Et avec cet accès à tout de suite, et c'est pareil pour les adultes, on va avoir tendance à brûler les étapes. Et du coup, on oublie qu'avec un baiser, et ça peut paraître très puéril ce que je dis, mais avec un baiser bien fait, le désir est très Formation activé. du lundi au vendredi. Non, je déconne. Il est activé et ça peut générer une énergie justement de désir assez impressionnante. Un baiser ou une caresse. Comment on aime être touché, comment on aime toucher l'autre, etc. On va y venir justement. Je vais un peu revenir sur cette histoire d'énergie parce que je pense qu'il faut bien comprendre ça en fait. C'est en nous en fait. Je veux dire que c'est des choses qu'on ressent. Donc même s'il y a le porno, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y aura forcément... enfin du moins, est-ce qu'on peut... Je veux parler du manque en fait, que le porno ne peut pas transmettre. Mais bon, quand on ne connaît pas plus que le porno, on ne peut pas penser au manque. Mais il faut comprendre que même entre hommes et femmes... Alors, excuse-moi, je vais faire par là. Entre hommes et femmes, je trouve que les adultes aussi ont beaucoup de difficultés à en parler. Bien sûr, on aime s'affirmer sans réellement... Il suffit de poser une question un peu plus technique, là, on sent que tout le monde bégaye. Tout le monde bégaye. Finalement, on remarque qu'on ne se connaît pas, peut-être même pas du tout, des fois. On s'est tellement laissé imprégner par toutes les images reçues et les idées reçues qu'au final, on traverse certaines expériences très difficilement parce que soit on se laisse dominer par le partenaire qui va profiter de la situation par rapport à la jeunesse de notre maturité, par rapport au sexe. Notre expérience, quoi. Ou sinon, tu vas vouloir en faire trop et en fait, tu penses que c'est comme ça et c'est pas du tout comme ça. Donc, c'est quelque chose, quoi. La difficulté, c'est qu'on rentre souvent dans une idée de performance quand il s'agit de sexualité. Et ça a tendance à nous couper justement, donc je reviens à cette idée de sens et sensation.
quand les choses fonctionnent bien sexuellement avec l'autre, c'est rarement quelque chose qui est logique. D'ailleurs, ça ne l'est pas. En fait, c'est pas rationnel. C'est quelque chose qui est sensitif, sensoriel, et on ne sait pas pourquoi. Les gens vont dire, mais pourquoi vous vous plaisez? On aura du mal à trouver. On va donner des choses qui sont en lien avec le charme, mais ce ne sera pas qu'esthétique. Et du coup, ce sera purement chimique. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Son odeur, ou son toucher, ou sa façon de me parler, nos échanges, notre façon de rigoler, tout ça a généré tellement de bonnes sensations que ça a contribué à nourrir l'énergie du désir. Et donc, quand on est dans cette idée de performance, ce qui est amené parfois aussi avec le porno, soyons clairs, on est dans une mécanique qui est dans le cortex. Donc, on n'est plus dans les deux zones dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, en se déconnectant de ces deux zones, on loupe une grande partie du processus du désir. On fait un raccourci, quoi. Donc, on chien. Et oui, et on est dans un truc qui est raisonnable et raisonné. Et rappelons-nous quand même qu'à la base, si on prend vraiment l'aspect primaire de la sexualité, c'est quand même quelque chose qui est physique, corporel, sensoriel, pulsionnel. Donc voilà, aujourd'hui on parle de plaisir. Bon, à l'époque c'était que reproductif, maintenant ce n'est pas le cas. Donc profitons-en pour justement se donner accès au plaisir, donc aux sensations et aux sens. Justement, je profite. Il y a une légende qui dit « Les hommes sont éduqués par le porno, les femmes s'éduquent à travers leurs relations ». Vrai ou faux? Et à travers les contes de fées à la noire. Ouais, c'est ça. Où elle est restée. Ou également 18 ans, par le porno aussi, mais Et ne oui. regardant pas forcément les choses de la même manière. Ni les mêmes pornos, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Clairement. Parce qu'il y a aussi des scénarios où les femmes sont dominantes. Si tu regardes sur la liste des choses disponibles sur certaines plateformes, il y a aussi ça. Il y a une palette de sexualité qui est vraiment vaste. C'est quel site? Non, je dis. J'ai pas de site qui me vient, mais je pense que tu sais. Fais pas genre. Donc, est-ce que on m'a dit que la libido peut poser problème. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire qu'à notre époque, lorsqu'on parle de libido, c'est toujours parce qu'il y a un problème. Mais la libido, c'est pas forcément un problème en soi. Alors, on en arrive à en parler à chaque fois qu'il y a un problème parce que justement, il n'y a pas eu d'éducation en fait sexuelle au préalable dès l'enfance par les parents ou. Enfin, normalement, ça doit être fait principalement par les parents, pas forcément à l'école, puisque bon, c'est plutôt de l'éducation civique, on va dire. Mais c'est vrai que l'éducation sexuelle aurait dû être faite par les parents, mais bon. Et même eux ont peur des fois. Voilà, c'est ce que j'allais aussi. dire. Même, ne sont pas toujours à l'aise avec leur sexualité. Exactement. Donc, n'étant pas à l'aise avec leur sexualité, ça va être compliqué de transmettre quelque chose que l'on n'a pas. Donc, mais des fois, c'est même pas que ça. Excuse-moi de t'interrompre. Des fois, c'est même pas que ça. C'est que juste, ils se disent que ça va être. Est-ce que c'est moi qui vais déclencher mon fils ou ma fille là? Oui, il y a ce côté-là aussi. Je veux pas mettre des idées dans ma tête. En fait, qu'on leur en parle ou pas, excuse-moi d'avoir interrompu. Non, j'ai interrompu tout le monde. On recommence où? Fini. Je ne sais plus où j'en étais. Olivier, tu déconnes. L'éducation se fait d'abord par les parents, tu disais. Oui, en général, ça doit se faire par les parents, mais c'est vrai que si les parents eux-mêmes ont des lacunes dessus, c'est pour ça qu'à un moment, on doit arriver à l'auto-éducation. Mais en même temps, on est à une époque maintenant. C'était pas à ton tour. C'était à Marie-Laure. C'était à Marie-Laure. Nous t'écoutons. Juste une petite parenthèse. Numéro 47. Je te redonne la parole. Mais en même temps, on a les outils actuellement, de par papa génité. Tu peux le dire haut et fort, n'aie pas peur. Et également, de par papa génité. Voilà. Mais également avec sur Internet, quand on regarde Instagram, quand on regarde les réseaux, si on ne veut pas savoir, c'est qu'on veut pas. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'on ne sait pas. Il faut savoir aussi qu'on a. Il faut savoir qu'on ne sait pas. Ouais, parce le que problème aussi, ouais. Voilà, donc du coup, tu peux croire en fait que tu es en plein dans ton truc et que c'est bien. Donc forcément, tu ne vas pas forcément chercher l'information puisque tu ne sais pas que tu ne sais pas. Donc il peut avoir pléthore d'informations sur les réseaux. D'ailleurs, il y en a tellement que des fois, moi, c'est une surcharge, quoi. Et ça dépend aussi ce que tu peux bien suivre aussi. Parce que si tu suis toujours la rubrique des chiens écrasés, c'est pas là que tu vas avoir forcément des informations. C'est que les algorithmes vont les chiens écrasés, le colon. Donc c'est pas là que tu vas forcément être éduqué. Ça dépend de ce que tu suis. Non, est-ce que voilà, donc et c'est vrai, puisque est-ce que tu vas prendre le réflexe de regarder, parce que de chercher l'information? Trop de quelque chose, en fait, trop de quelque chose empêche des fois de voir ce qu'on cherche. Puisque c'est pas évident. Ça me rappelle ma grand-mère quand elle connaissait les petites supérettes et puis quand un jour on l'a amenée dans les grands supermarchés, elle disait:
Ah, Jeff, il y a des choses. Hein. On lui dit, ben oui, il faut prendre ton petit paquet de biscuits. Elle a dit, mais eBay, c'est bon, bah ouais. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, il y a tellement d'informations, tu vois pas en fait ce que tu dois prendre, tu sais pas ce que tu veux. En fait, tu vas prendre ci, ça, l'autre, et en fait, il y a à boire et à manger. Le truc, c'est d'avoir le discernement. En fait, c'est déjà de savoir ce dont on a besoin soi. Et une fois que tu sais ce dont tu as besoin, il faut pouvoir faire le tri. Ensuite, il faut discerner ce qui est vrai du faux, un faux ou un tox. Enfin, ça fait beaucoup de boulot. Et comme tu dis, il faut faire le tri. Il y a beaucoup de tri. Hein. Le discernement, c'est ça qui est souvent difficile. Donc, les gens ne discernent pas déjà leurs propres besoins et ensuite les infos qui sont données. Puis, il y a une évolution. Aujourd'hui, ça te convient. Est-ce que toi, entre-temps, tu as changé? Donc, tu n'as plus besoin de ça, tu as peut-être besoin d'autre chose. Donc, il faut se suivre aussi soi-même. Et puis, en même temps, la sexualité, on va parler de polyamour, polyci, polysa. Tu sautes des étapes. Saute des étapes. Parce que là, tout à l'heure, tu disais, Emmanuel, que ça se fait au départ avec les parents. Alors, oui normalement, ça devrait, mais bon, c'est pas... L'idéal, ce serait en tout cas que les enfants se sentent libres de poser des questions aux parents et qu'effectivement les parents se sentent à l'aise pour pouvoir y répondre. L'idéal. Ce serait l'idéal. Je sais que j'ai mon beau-fils à l'époque qui m'avait posé la question, plusieurs questions, et son père était en mode PLS, et donc il me passait gentiment le relais, et comme moi j'étais à l'aise avec le sujet, du coup je lui répondais. Il m'a posé plein de questions intéressantes. Il y a eu quand même un petit déjeuner où il était en face de sa sœur, et il a dit à son père, dis-moi papa, est-ce que tu t'es déjà masturbé? Ah ouais, c'est vrai. Sa sœur fait... la petite déjeuner. Son père a fait... Elle est où? Réponds à ma place. Pardon. Et du coup, voilà, il y a eu quand même ça. Il nous a demandé aussi quelle était la différence. Alors, je peux dire ça à cette heure-ci, je pense. C'est important qu'on sache qu'un enfant de 11 ans a ce type de questionnement. Il nous a demandé aussi quelle était la différence entre une sodomie anale et buccale. Chaud. Et c'est là où on se rend compte de l'information qui n'est pas arrivée à son terme. Il a dû regarder en soum-soum comme ça quelque chose qui parlait de sodomie ou d'anulingus. Et il ne savait pas trop, comme il a regardé comme ça, tu vois. Et du coup, il nous a posé la question, pareil, son père en PLS. Donc du coup, j'ai dit, mais quelle différence tu fais entre la sodomie anale et buccale? Et là, on l'a perdu. Donc je lui ai dit, parce que si tu parles d'anulingus, etc., donc je lui ai expliqué quels étaient les deux termes maintenant. Je ne suis pas sûre que nous, que ce soit efficace de faire des références à notre propre expérience quand on répond aux enfants. Je pense que de parler de choses de façon générale et précise, si on les connaît, bien sûr, c'est bien. Sinon, on délègue, soit des bouquins, soit des sites, soit des... soit la position PLS. Voilà. C'est une solution. C'est une tout le solution monde sur comme une la autre. Exactement. Mais après, comme les enfants ont tendance à visualiser quand même, ça peut aussi amener certains freins à leur déploiement sexuel. Voilà, donc attention quand même, je mets juste un petit bémol là-dessus. Ok, elle a communiqué avec ses enfants s'ils sont prêts à ça et s'ils le demandent et si on se sent à l'aise avec le sujet. Maintenant, voilà, on n'est pas obligé de dire oui, alors quand j'étais avec mon premier mec, voilà. C'est juste une petite parenthèse, mais selon vous, c'est à partir de quel âge? Et puis on va revenir sur la libido juste après. Quoi donc? Qu'on pourrait parler de ça à nos enfants. Dès qu'ils posent la question. Même des fois, même avant. Même quand ils n'ont rien demandé. Oui. Entamer le sujet alors, selon toi? Si je parle de mon expérience personnelle, moi ça a commencé à 4 ans. Bon, ma mère est prof de biologie en même temps. Mais ça a commencé à 4 ans, il y a des trucs qu'elle m'expliquait, puis il y a des trucs où j'avais les bouquins de 4 ans à 5 ans, de 5 à 7, de 7 à machin. Donc en fait... C'est-à-dire qu'il y a un langage pour... voilà, oui, le langage change en fait, machin, et il y a des trucs que je comprenais pas, donc j'allais lui demander, et ça c'est quoi, nana? Et effectivement, elle restait très technique. Jamais dans mon esprit, je peux m'imaginer mes parents en train de faire quoi que ce soit. Non, t'es Zeus. Mais c'était... Donc ce qui fait qu'au final, c'était vraiment informatif. Oui. C'est vraiment informatif. Et lorsque les enfants sont souvent informés, l'information fait que tu n'as pas envie forcément... Alors, c'est pas une règle générale, mais en majorité, l'information fait que tu n'as pas envie d'aller découvrir sur le terrain aussi rapidement que quelqu'un qui se poserait les questions et qui se dirait, va falloir que j'y aille pour voir. Et du coup, les enfants étant de plus en plus curieux, ça commence de plus en plus tôt maintenant. Exactement. Donc, alors que plus on est informé, plus on va se dire, ah d'accord, c'est comme ça, je vais attendre. Et en fait, les premiers rapports se passent toujours beaucoup plus tard.
C'est ça. Quand on est un peu plus mature d'ailleurs. Très important. Quand il y a trop de place pour l'imaginaire, du coup, l'imaginaire peut prendre vraiment beaucoup de formes. Et ça peut être intéressant comme ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. Voilà, problématique. Je sais que j'ai eu aussi une maman qui était un petit peu inquiète parce que son fils de 13 ans, elle avait donc fouillé dans son téléphone, à ne pas faire. Mais bon, son fils de 13 ans a échangé des nudes avec sa copine à 13 ans et elle disait, mais c'est un bébé. J'ai dit, c'est votre bébé. Mais ça reste un adolescent de 13 ans qui, à mon avis, depuis l'âge de 9 ans, a des sensations dans son pubis, dans son sexe, dans son corps. Et du coup, même si ce n'est pas érotisé, il a des sensations. Donc, il le vit tout seul, peut-être. Et puis, à un moment donné, il se sent grand parce qu'il a peut-être vu des pornos ou autre chose, où ils en discutent avec les copains, ils font les kékés. Mais voilà, à un moment donné, il se croit adulte. Donc, il échange des choses avec une ado. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous assurer que la jeune fille, déjà, elle est consentante. Parce que sinon, vous aurez peut-être des problèmes. Et au-delà de ça, peut-être essayer de discuter avec lui. Si vous n'êtes pas prête à ça, essayez de voir avec son père ou avec des référents autour de vous, ou des bouquins ou des sites et des Instagrammeurs. Mais il est vrai que c'est rarement mis en avant tôt le relationnel garçon-fille. Parce que moi, quand je suis arrivé en Martinique, je ne dis pas qu'il n'y avait pas ça où j'étais, mais quand mon cerveau a tilté dessus, en tout cas, les filles sortaient à l'époque avec des garçons beaucoup plus âgés qu'elles. Là, mon pépé, tes autres, nous, on est 42 ans. J'ai subi pendant longtemps. Non, certaines, en tout cas, sortaient avec des hommes beaucoup plus âgés. Enfin, quand je dis beaucoup plus âgés, à mon époque, pour moi, il y avait peut-être 3 ans. Mais pour moi, c'était énorme. Et j'ai entendu plusieurs histoires où j'ai compris, en fait, qu'il y avait certaines personnes qui profitaient de ces situations pour justement faire ce qu'ils voulaient faire, comme ils voulaient le faire. Et ont brutalisé énormément de filles parce qu'elles étaient jeunes. Et ça a laissé des traumatismes qui ont empiété tout au long de leur vie, jusqu'à même aujourd'hui. Bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi... Tout ça, ça crée les tensions actuelles, en fait. On ne veut pas le croire, on ne veut pas en chercher, mais ça aussi, ça a été... Et ça peut désorienter la libido aussi. Mais même les hommes, même les gars qui profitent de cette situation, parce qu'au final, c'est pas sain. Il n'y a rien de sain dans ce qu'ils font. On parlait de porno tout à l'heure, là, tous ces aspects, comme tu disais, ça peut embellir un petit peu le couple, ça peut mettre un peu de sel et de piment, mais aussi bien que ça peut désorienter. La même chose, une jeune fille de 14 ans, comme tu disais, qui n'est pas encore finie, même psychiquement, ça peut la désorienter aussi de rencontrer un homme peut-être qui a 18 ans, 19 ans, elle ne se connaît pas encore ses besoins, donc elle va rentrer plus dans une soumission par rapport à l'homme sans vraiment savoir ce qu'elle souhaite. Quand elle aura un certain âge, elle sera perdue. Tout à fait. Et elle sera marquée surtout par ses premières fois. Et les hommes aussi, hein, d'ailleurs, les jeunes hommes, quand ils voient des pornos et qu'ils voient la taille des verges en fait, des acteurs, ils ont tendance à se poser des questions. Est-ce que c'est normal que la mienne ne soit pas à cette taille-là ? Oui, si tu as 12 ans, c'est normal. Tu te calmes. Non, mais c'est vrai. Mais au-delà de ça, même après, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup parler de l'aspect phallique, la taille, etc. Ça peut avoir un impact sur la qualité de la relation, mais ça ne fait pas tout. Hein, soyons même clairs. sur la durée, l'endurance. Clairement, ça ne fait pas tout. On n'est pas au cirque du soleil. On n'a pas besoin de faire 3 toupies, 2 soulevés de jambes et un retombé salto pour que ça soit qualitatif, en fait. À un moment donné... un level très haut. Oui. Est-ce que raconter ses anciennes relations dans le couple, ça peut, je dirais, être peu profitable pour le couple en termes de libido aussi? Ça dépend de chacun. C'est peu encore profitable une fois... ou profitable, j'ai pas compris. Non, peu. Ben, l'un Peu comme l'autre, profitable, je pense, d'accord. du coup. Ok. Ça dépend de ce qu'on définit au départ. Si l'autre n'a pas envie de savoir, est-ce que c'est important de lui imposer ? C'est ça la question. Si l'autre a envie de savoir, est-ce qu'on a envie de lui raconter ? Est-ce qu'il a envie de savoir pourquoi aussi il a envie de savoir? Parce que le parle pourquoi de est important. On parle de performance. Des fois, peut-être, pas des fois, ça peut rentrer que dans une comparaison, dans une ancienne relation, donc se dire, ah, tu faisais ça. Et là, quand on parlait de performance sexuelle. Donc, déjà, avec les codes que les hommes et même les femmes ont eus, en rajoutant certains éléments aussi, on continue à se perdre par rapport à ça. Tout à fait, on se focalise sur l'ego, en fait, plus que sur la relation. Et donc, on s'égare, forcément. Moi, pour répondre à ta question, moi, je suis contre, en fait. Je ne suis pas pour raconter
ces histoires d'avant. Moi, je pense que c'est passé, c'est passé, ça m'appartient. Si tu devais être là, tu serais là. Mais tu n'étais pas là. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de savoir. C'est mon... En fait, ton point de vue, ça, c'est moi. Hein. Après, Oui, je parle de ça, mon point de bien vue. sûr, Hein. bien sûr. Je pars du principe que, voilà, c'est... Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas raconter si la personne veut vraiment savoir. Maintenant, la question est de savoir pourquoi la personne veut savoir. Parce que justement, si c'est pour rentrer dans un processus de comparatif et se dire « Ah bah non, c'est pour savoir et comme ça, du coup, je veux faire pareil, etc. » Du coup, la personne, elle ne va pas vivre la relation qu'elle a présentement avec la personne. Mais en fait, moi, je ne suis pas forcément pour parce que qu'on le veuille ou pas, même quand on soi-disant « Mais si, mais c'est juste pour savoir », ça reste quand même dans la tête. Ça, et l'imagination de l'être humain est beaucoup trop débordante. Ça peut être vicieux. Et oui, ça tourne dans des directions que, bon, vaut mieux pas essayer. Et donc, du coup, ça reste quand même en arrière-pensée, quelles que soient les circonstances. Et on est toujours, après, dans un processus de comparaison. Et c'est comme ça que lors des disputes ou des machins, ça sort. Ouais, c'est parce que je suis pas ton ex, nanana. Mais un truc qui est sorti depuis... Sinon, pourquoi tu fais ça avec lui et pas avec moi? C'est parce qu'on est trop dans l'ego. Voilà, mais comme on n'est les pas obligé de relations l'être. Mais il n'y a pas que de l'ego dans les relations, heureusement. Il y a de l'être aussi, sinon ça ne durerait pas. C'est pour ça qu'il faut savoir le pourquoi. Ouais. C'est J'ai le envie de dire pourquoi aussi qui est pourquoi important. poser des questions si on n'est pas prêt aussi à entendre Tout certaines à réponses. fait. Hein. Je crois que c'est ça. On C'est prend la sa curiosité. responsabilité quand on pose des questions, mais après, chacun est libre d'y répondre ou pas. Je donne un exemple parce que j'ai envie que les gens se reconnaissent. Je sais qu'ils vont se reconnaître. Il y a ce rapport où, quand c'est une fille, si on lui demande, quand c'est une fille, une femme, quand on demande, oui, combien de partenaires tu as eu avant moi? Ça va poser un problème à l'homme. Le chiffre peut poser problème à la personne qui reçoit. Par contre, le gars à qui on va dire, t'as eu combien de copines? Eh ben ouais, j'en ai eu 50, tranquille. Tu vois? Mais je les ai comptées, en c'est plus, j'avais normal. que ça à faire. Tu vois, cette différence de jugement ou d'analyse, en fait, est quand même, montre quand même qu'il y a... Sociétal. Il y a un déséquilibre dans la réflexion. De conditionnement, bien sûr. Tout ça, c'est sociétal, comme on disait. Bien sûr. À savoir à travers les codes. Et puis on regarde dans les films, les influences qu'on a pu avoir. Hein. C'est ça. On voyait l'homme le plus viril qui avait le plus de femmes et tout. Et puis on a tendance à collectionnait croire- les femmes. On a tendance aussi à croire qu'on est tous pareils. C'est-à-dire que si je fais avec toi, ça va faire bizarre. Ça va créer des polémiques. Ça va motiver. Donc, on pense que c'est, oui, si toi tu es comme elle, elle est comme elle, et en fait finalement c'est toujours la même chose, alors que pas du tout. Chaque relation est unique, chaque personne est unique. La façon de vivre la sexualité à un instant ne sera pas la même de 5-10 ans après, clairement, même 1 an après, même 6 mois après d'ailleurs, parce que c'est l'échange qui va faire la chimie et le résultat en fait de l'interaction. Ce ne sera pas les codes normatifs ou autres, les codes normatifs ou autres, c'est vraiment la relation que l'on crée à chaque fois qui va conditionner la libido, la relation. Et pour revenir sur ce que tu disais, justement, que ce soit masculin ou féminin, enfin qu'on soit homme ou femme, cette accumulation aussi par contre de partenaires est aussi questionnable en fait, parce que pourquoi faire, parce que c'est de l'énergie qu'on transfère, donc en fait pourquoi autant de transfert d'énergie, et du coup après pourquoi est-ce que la personne continue justement dans cette voie, puisque en réalité quel est l'intérêt d'avoir autant de partenaires, qu'on soit masculin ou féminin? Donc Mais ça peut être le plaisir. Ça peut Le être plaisir sans engagement. Ça peut être le plaisir. sans engagement, etc. Ressentir. Oui, la question est de savoir est-ce que c'est quelque chose justement qui... je cherche le terme. Parce que tu parlais de transfert d'énergie. Sans parler. Tu parlais de transfert d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Voilà, j'ai trouvé le terme. C'est-à-dire... Tant que ce n'est pas problématique, pardon, excuse-moi, je Non, te coupe la parole. vas-y, je t'en prie. Tant que ce n'est pas problématique pour la personne qui mène sa vie comme ça, je pense qu'on n'a pas à se questionner sur si c'est utile ou pas. Je pense que Non, c'est... je dis ça, c'est pas moi qui me pose la question, oui. hein, c'est que la personne devrait se poser à elle-même la question. Est-ce Si que c'est utile? problématique. Voilà. Si Est-ce c'est que pas utile problématique, pour elle? Elle va jamais se poser de Elle va pas se questions. poser de questions. Si c'est quelque chose qu'elle vit dans une sérénité, dans une liberté, qu'elle soit dans le déni ou pas, si elle le vit en fait dans cette liberté-là et ça. qu'elle ne se pose pas la question, c'est que c'est ok pour elle. On est Non, mais en moi, paix avec soi-même. Je disais ça parce qu'en réalité, on écoute là. Donc les personnes se poseront maintenant la question. Pourquoi? Oui, mais tu sais, Nous en sommes les- moi nous je sommes suis pas- vraiment dans l'idée que chacun façonne sa vision du monde à sa façon. Hein. Donc même si effectivement on amène les uns et les autres à se poser des questions peut-être autrement, encore une fois, s'il n'y a pas de souffrance ou de perturbation ou de problématique pour quelqu'un qui collectionne les relations,
elle n'a pas à se demander si c'est On le dit utile ou pas. souvent, on est là pour donner des pistes de réflexion. Hein. Voilà. Donc à partir de là, donnons des pistes C'est de ça. réflexion. Oui, c'est une piste de réflexion. Mais La c'est question vrai est que de c'est un savoir. échange d'énergie. Voilà, Parfois, en fait, tu déposes ton énergie, d'ailleurs, en fonction de. ouais, en du tant que partenaire. femme, des fois, on reçoit plus qu'on ne dépose. Mais on ne reçoit Parce que pas nous forcément sommes- des bonnes énergies. d'ailleurs. Exactement. J'ai pas compris. Excusez-nous, on Ça, revient. En fait, là, on était dans les... On était 2 verres de paille, là. Je veux comprendre. Elles se sont compris. Moi, je veux comprendre. Pouvez-vous me la refaire? On la refait. Allez. Alors, en tant Donc, que femme, En tant que femme, en fait, quand on parlait d'énergie et d'ailleurs d'énergétique, parce que bon, on parle d'énergie aussi. Par exemple, on va parler de mais non, mais je sens un feeling. Vous savez, le truc inexplicable, hein, le fameux feeling en question. Il y a aussi de l'énergétique aussi dans tout ça. L'énergétique, en fait, les relations physiques sont des échanges d'énergie. Et donc, du coup, la multiplication d'échanges d'énergie, même si elle peut ne pas paraître problématique, elle se et fait. que la personne ne se rend pas compte et que pour elle, elle est dans c'est trop bien, en fait, cette multiplication d'échanges d'énergie avec des partenaires différents, qu'on soit homme ou femme, aura tendance à causer aussi des troubles énergétiques au niveau du corps, de la pensée, de l'âme, de perturbations. l'esprit, enfin Excusez-moi. des émotions, je veux dire. Le moment pratique. Moi, j'ai autres. Quand vous voyez papa géniteur, stylo, carnet, magnéto, c'est pas des blagues. Bon, j'ai emmené le mien. Excusez-moi. Alors. C'était le petit moment pratique. Je vous écoute. C'est ça, c'est qu'on le veuille ou non, il y a, je t'ai coupé Il y a- alors, non, non, non. Il y a un échange d'énergie et parfois on reçoit plus qu'on ne donne, parfois on donne plus qu'on ne reçoit, mais c'est vrai qu'en tant que femme, le chakra racine faisant, on passe, pas que pour nous, hein, mais quand on reçoit de l'énergie, on aura tendance quand même à garder cette énergie-là à Exactement. l'intérieur. Et souvent, quand l'autre n'est pas conscient de l'énergie... Chez l'homme peut-être, aussi, hein. Mais bien sûr, Bien sûr. Chez l'homme bien aussi, hein. sûr, C'était- bien sûr. Cet échange d'énergie, elle se fait par Mais c'est un rapport à- échange déjà. Donc, Oui, mais oui, c'est un échange. C'est parfois un échange. c'est qualitatif et parfois c'est problématique. Oui, non, ça peut être problématique Et ça, également. c'est, Oui, c'est clair. C'est pourquoi avoir plusieurs relations et puis des fois des relations d'un soir, etc. Donc ça peut poser un problème. Des fois, on parle d'énergie, on peut avoir certaines choses dans sa vie qui ne se passent pas comme convenu, comme prévu. Ben, voilà. Il ne faut pas non plus trop réfléchir par rapport à certaines choses aussi. Par rapport à... ça peut venir de, comme on disait, de cette énergie-là qui n'est pas forcément bonne à recevoir. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, pour peu que tu en aies eu 10, que tu sois homme ou femme, hein, que tu en aies eu 10 et que tu te retrouves avec 10 énergies différentes, parce que lundi, mardi, mercredi, enfin j'exagère en disant lundi, mardi, on pourrait dire lundi, le lundi d'après, tu t'en retrouves avec 10, tu as une multitude d'énergies différentes. Tu as l'énergie de lundi, l'énergie de mardi, l'énergie de mercredi. Demain, comment tu fais pour savoir qui tu es? Tu te Tu perds. ne retrouves pas ton énergie. compris. Voilà. Dans toute ça. La jauge n'est pas illimitée. Moi, j'ai noté. Non, c'est important, non, puisque ça permet également de... Ce n'est pas juste... On va dire que la libido, c'est pas juste... Il y a le plaisir, mais il n'y a pas que le plaisir physique, il y a le plaisir... Il y a un cheminement, il y a un Bien sûr. mécanisme, il y a des Spirituel, mécanismes. oui. Il y a le mécanisme par rapport à ça, il y a l'énergie par rapport à ça. Il y a tout plein de choses par rapport... Parce on parlait de charge mentale, on parlait de... Tout ce qui peut... Notre quotidien, hein, ça peut... Au début de l'émission, je le disais, quand moi j'entends libido, c'est que moi j'entends qu'il y a problème. Là, pour l'instant, vous ne m'avez pas encore fait voir qu'il y avait... Parce que les questions de Oui, c'est parce que les questions étaient ciblées. Elles Mais arrivent. si on regarde bien la Elles libido, en fait, il y a 3 plans différents. Si on enlève le plan de l'énergétique, bien qu'on devrait quand même le garder, mais on le gardera pour tout à l'heure, en fait, il y a 3 plans différents. Il y a le plan psychologique, dont on a bien parlé quand même, je sais pas, l'éducation, si on a eu des mauvaises premières expériences, si on a été agressé aussi. Il y a plein d'expériences psychologiques, je ne veux pas toutes les citer, mais en tout cas psychologiquement, ça peut poser problème, donc forcément ça va diminuer le désir, donc diminuer la libido. Ça pourra être aussi émotionnel, je ne sais pas... tu as eu déjà au moins 4, 5, 6 ruptures où tu as pas de confiance en toi, pas d'estime de soi, etc. Là aussi, ça va diminuer puisque tu vas te dire, je vois pas pourquoi je vais avoir envie, parce que de toutes les manières, les autres vont pas vouloir de moi, etc. Bon, ça c'est l'estime de soi par exemple. Et puis on a le plan physique dont on a parlé aussi. Physiologique, Physiologique, voilà, qui sera, hormonal, ça pourrait médical. être des vaginites, ça pourra être aussi problèmes prostatiques et d'érection, etc.
et ça peut être d'autres maladies aussi. Hein. Oui, ça peut être il y en a... maladies de longue durée, type cancer ou autres, qui nous ont tellement impactés que maladies de longue durée. Et puis hein. après, il y a le plan aussi énergétique où justement on est déjà tellement troublé énergétiquement. Des fois, à un certain moment, pour peu que tu aies reçu une énergie qui n'était pas forcément la bonne, et ça tue ta libido aussi. Donc on a fait le tour là. Pas encore. Non, mais on a fait le tour des 4 secteurs. Maintenant, pas de tous les points. C'est très intéressant ce que vous dites tous et toutes. Parce que. Heureusement. On est là. Heureusement. On sait qui on est. Merci. On sait qui on est. Non, mais je réfléchis et effectivement, je me dis des fois, pourquoi il y a beaucoup de. Peut-être. Je sais pas, j'allais dire, avant les séparations, beaucoup de personnes qui ne s'attachent pas à l'autre. C'est parce que c'est peut-être à cause de cette éducation qui manque d'émotion, d'énergie. En fait, le fait de ne pas respecter ce genre d'informations qui sont propres à nous-mêmes parce qu'elles sont internes, en fait, ça ne facilite pas le lien entre deux personnes. Au contraire, ça peut-être favorise le fossé qu'il y a entre les deux. Oui. Ce qui veut dire que tu peux être un homme et puis tu peux avoir plusieurs relations sexuelles avec différentes femmes non-stop, mais tu es toujours dans ton plaisir personnel. Il n'y a pas de rapport entre toi et la miss. Enfin, il y a un rapport physique, mais il n'y a rien d'autre en fait. Tu es en train de prendre ton pied, après tu vois la boupe, tu t'habilles et puis tu te casses. Tu vois, Olivier? Ça dépend. Enfin, non, bien sûr, ça dépend. Je suis pas... Mais c'est vrai que c'est quelque chose de confortable pour ceux qui décident d'avoir ce mode de vie-là, en fait. C'est confortable parce qu'il n'y a pas d'engagement émotionnel surtout. Je pense qu'on fuit beaucoup l'aspect émotionnel. Mais Marie-Laure, excuse-moi. Hein. Oui. Mais tu vois tout ce que Olivier vient de dire là, toute cette société également ne veut pas prendre en ligne de mire tout ce qu'on est en train de dire à travers ces énergies. On va vouloir montrer qu'une façade de la libido, de la séduction, du côté mécanique souvent des choses, mais tout ce qui est propre à nous, hein, c'est de manière intrinsèque, hein, c'est nous. Et on ne va pas trop le relayer, on ne va même pas le dire. C'est en cherchant l'information qu'on va le savoir. Tout à fait. Mais en fait, la société en elle-même n'est pas faite pour que tu puisses te concentrer sur toi. Sinon, c'est fini le consumérisme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout est fait pour qu'on soit à l'extérieur de soi. Donc, tout est distraction. Comment il avait dit, Ulrich? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est du divertissement. Ah oui, divertissement, il avait dit. C'est de la distraction pour moi. J'appelle ça de la distraction. Donc, en fait, tu as toujours le regard tourné hors de toi. Tu regardes l'extérieur. Tu vas faire des comparatifs, même l'extérieur avec toi, mais un toi que tu ne connais pas, en fait, en réalité, parce que tu t'es jamais posé 2 minutes pour dire, bah, tiens, je suis qui, en fait. Et en fait, du coup, tu es toujours dans un extérieur en train de papillonner dehors, mais le but, c'est pas forcément ça. Donc, à quel moment est-ce que toi, tu trouves le temps entre le métro boulot dodo, enfin, embouteillage boulot dodo, à quel moment est-ce que tu trouves le moyen de te poser 2 minutes pour pouvoir réfléchir à ta vie. Et de te connaître soi. Et de te connaître toi, de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Est-ce que déjà tu t'es posé la question de savoir est-ce que je suis heureux ou heureuse? Du coup, tu vois. Donc au final, c'est tout ça. Tu rentres, faut t'occuper des enfants, nanana, et c'est d'où l'importance des fameux 4 temps, parce qu'il nous faut le temps pour soi. C'est bien, tu suis les émissions. Ouais. Bien sûr, c'est bien. Il faut le temps pour soi. Et ça, c'est le fameux temps pour soi et puis c'est pour ça que les hommes ont tendance à dire, les femmes ont moins de libido. Ben, ce fameux temps pour soi, très souvent, les femmes ne les trouvent pas parce on leur a donné plutôt beaucoup plus dans la société patriarcale, beaucoup plus de charges, en fait, qu'elles soient mentales ou charges de tâches, en fait. Des rôles attribués d'office. Ouais. Exactement, voilà, merci. Les rôles. Et en fait, du coup, tu arrives, tu n'as pas le temps de prendre du temps pour toi. C'est direct, il faut aller chercher les enfants, c'est toi qui fais les devoirs, c'est toi qui fais à manger, c'est toi qui fais charge mentale, etc. Charge mentale, et ton corps aussi est occupé, quoi. Jusqu'à un certain point, c'est quand même nous qui l'acceptons, hein, qui l'avons accepté. Hein. Oui, c'est que ça. Là, on est dans une société qui est en pleine mutation. Donc là, c'est en train d'évoluer. Et on voit aussi, pour pouvoir valoriser aussi les pères qui se positionnent autrement, des pères qui s'investissent un peu plus, qui s'engagent un peu plus dans l'éducation, dans les activités en lien avec la famille et les enfants. Ça n'empêche pas non plus la perte de libido, d'ailleurs, dans ces familles-là, soyons clairs, mais c'est juste, il y a des virages qui sont en train d'opérer, mais qui se font peut-être plus lentement que ce qu'on souhaiterait, parce qu'effectivement, on ne prend pas le temps d'explorer qui on est, qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de vivre et de vibrer. On ne prend pas le temps non plus... c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de poids là, c'est comme si on nous disait attention, si tu te regardes trop de l'intérieur, tu vas finir égoïste.
Ouais. Mais au final, être égoïste, c'est un extrême peut-être du regard sur l'ego. Mais avant d'être égoïste, il y a quand même en fait un soin de soi qui est important parce qu'on est seul, on meurt seul, et même si au cours de notre chemin de vie, on a des partenaires, un ou plusieurs, c'est important quand même qu'on puisse savoir qui on est pour pouvoir se dire, tiens, sur mon chemin de vie, quand on sera en train de partir, bon, ben, pas de regret, j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre d'une façon plus ou moins saine, avec mes épreuves, avec mes expériences, mais voilà, j'arrive à un stade où je suis contente. Et au niveau de la sexualité, comme ça a pris des formes différentes en fonction de la société, de la période, de l'époque, et que la femme, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était quand même pas vraiment consultée dans ce que devait être la sexualité. Du coup, il y a un changement rapide qui a été opéré pour la femme, et là, on est en train de s'harmoniser. Bien sûr, on parle des couples hétéronormés, mais c'est la même chose dans les couples homosexuels. Donc, c'est vrai que là, on est dans une disposition où la libido devient un problème à partir du moment où la sexualité a été reliée au plaisir. Est-ce qu'il y a des écrivains, ça se dit ça? Oui, femmes sur la libido, sur la sexualité. Je ne connais pas d'écrivaine femme, et il doit y en avoir, mais je connais des écrivains hommes, dont, enfin un, qui écrit très bien là-dessus, qui écrit sur les hommes et les femmes, et qui s'appelle Alain Héril, qui est notamment mon formateur. Et les 2 derniers ouvrages qu'il a écrits, alors il y en a plein d'autres qui sont intéressants, c'est Je fantasme, donc je suis, il parle justement de l'énergie du désir, comment ça nourrit en fait notre être en tant qu'individu avant la relation, parce que aussi quand on est dans une énergie de désir, il faut savoir qu'on sécrète plein de bonnes hormones. Hein. Donc toutes les hormones qui nous font du bien, qui nous permettent d'être dans une sensation de bien-être, c'est sécrété au moment d'un acte sexuel. Qualitatif, si possible. Ok, donc c'est pareil que pour le sport en fait. C'est à peu près les mêmes hormones, sauf que pendant l'acte sexuel ou même dans une relation, il y a en plus l'ocytocine. Donc c'est quand même très qualitatif d'avoir une énergie sexuelle qui est entretenue. Maintenant, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, en fonction du parcours de vie, il y a des moments où on n'en aura pas envie. Et ce ne sera pas forcément problématique. C'est pour ça que je dis toujours, ça dépend de la personne. Là où elle se trouve, peut-être qu'à ce moment-là, elle se dit, je n'ai pas envie d'être en rapport avec l'autre. Ça ne veut pas dire que je ne ressens plus d'énergie sexuelle ou de désir ou que je n'ai plus de libido. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, par rapport à mon vécu, je n'ai pas forcément envie d'entrer en interaction avec les autres. Et c'est très, très, très personnel. D'autant plus que l'énergie sexuelle, quand on reste dans l'énergétique, c'est l'énergie de la création. Et des fois, en fait, l'énergie est gardée pour pouvoir créer. Pas forcément... Alors, ça peut être pour procréer, c'est souvent ce qu'on a fait. Mais c'est aussi pour créer. C'est cette énergie sexuelle qui est gardée pour pouvoir justement créer des choses. Je sais pas, tu as envie d'ouvrir ta société, tu as envie de créer un nouveau type de, je sais pas, de sport, ou en tout cas créer quelque chose. Pourquoi tu souris? Non, parce que tu sais, quand tu vas dans un bureau et puis tu vois une femme qui est de mauvaise humeur le matin, il y a un peu qui va dire le vieux cliché. Donc j'ai rebondi par rapport à ça. Non, pas forcément les règles. Hein. Ou bien elle a passé une mauvaise nuit. Il y a ça aussi, c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai que c'est souvent... Ou elle ne fait pas assez. Ouais, c'est plus ça, il ne fait pas assez. Mais et justement, cette phrase-là est une méconnaissance justement du corps de la femme parce que ça, en plus, implique qu'elle a besoin de l'homme pour pouvoir être satisfaite. Alors qu'il faut savoir que la femme est la seule à avoir un organe qui est fait que pour l'orgasme. Donc en réalité, la femme n'a pas besoin d'homme pour pouvoir avoir un orgasme. Et d'ailleurs, des fois, 40 à la suite. Je reviens sur une question. J'ai du travail. Tu parlais de jouets. Les jouets sexuels représentent-ils une concurrence aux hommes ou une valeur ajoutée à la relation? Elle n'a pas parlé de jouets. Elle n'a pas entendu, mais elle a ouvert la porte. En attendant, tu as fait une réaction purement masculine, c'est que tu as occulté sous le côté féminin dont je suis en train de parler. On parlait du clitoris quand même à la base. Donc c'était le jouet numéro 1. Oui, c'est le clitoris quand même l'organe dédié, hein. C'était pas le jouet. C'était le jouet numéro 1, c'était le clitoris. J'ai pas tendu la perche, c'est toi qui as vu un truc là où tu voulais voir. Phallique. Excuse-moi d'avoir beaucoup d'imagination. Une pensée phallique. C'est ça, il a mis une Excuse-moi d'avoir beaucoup d'imagination. Je suis neutre. C'est la Suisse. Non, mais bon, tu vas répondre à ma question. Oui, non, mais j'y viens. Mais en fait, je voulais quand même noter qu'avant de parler de ça, j'ai quand même soulevé un point important qu'il faut que ce soit les hommes ou les femmes comprennent, en fait. Parce que du coup, je venais au fait que très souvent, on va voir que sous couvert que les gens sont en couple, on n'a pas le droit, enfin, où on se dit, c'est parce que j'assure pas que mon compagnon ou ma compagne se masturbe. Exact. Alors que, pas forcément, on a besoin d'abord de soi
hein, parce que j'étais De se connaître avec soi-même. moi avant d'être avec toi. Exactement. Et donc, du coup, la femme, précisément, est la seule à avoir un organe qui est fait que pour ça. Le clitoris, hein, pas et les jouets. qui peut, Oui, le oui, clitoris, quoi. mais pas les jouets. On peut les signaler. Et On qui peut les peut, signaler. en plus, par extension, expérimenter plusieurs orgasmes à la suite, plus d'une vingtaine, quarantaine, si elle sait bien s'y prendre. Mais, Ça fait peur. Hein. oui, alors que... Ça fait peur. Mais les hommes se sentent toujours en concurrence par rapport à ça quand on dit ce genre de choses, à cause justement de cette éducation porno. Parce que c'est pas une compétition. La C'est-à-dire performance, que lorsque on disait. je suis Exactement. avec moi, je ne pense pas forcément à quelqu'un d'autre ou quelqu'un, enfin je veux dire pas moi spécifiquement, mais je veux dire quand tu es en train de faire tes affaires à toi tout seul, tu n'es pas forcément en train de dire je fais mes affaires parce que l'autre m'a pas satisfait ou parce que l'autre... Non, c'est que chacun passe un temps avec soi et j'ai le droit de passer un temps personnel physique avec moi. De la même manière que, bon, après, on peut avoir des accessoires, bien évidemment. Maintenant, Mais c'est les pas hommes... obligatoire. Donc, ce qui veut dire, en fait, pourquoi je réponds à ta question quand j'ai parlé d'abord de notre fameux clitoris, Je t'écoute. parce qu'avant les jeux, on avait d'abord le clitoris. Et donc, du coup, ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence. Qui est des jeux ou qui n'y en ait pas, ça voudrait dire que le concurrent numéro 1, c'est le clito. Et c'est d'ailleurs pour ça, étant le concurrent numéro 1, que dans certains pays, ils ont décidé d'exciser. Tu vois ce que je veux dire? Pour que l'homme ait la suprématie. Parce qu'il veut toujours se sentir utile, il faut toujours que ce soit lui qui soit est à la responsable source du plaisir. qui ait la responsabilité du plaisir de la femme, alors qu'en fait, en réalité, et c'est ça qui vous fait peur à l'homme la plupart du temps, que la femme n'ait pas besoin de l'homme. Mais qu'on ait peur ou pas, c'est une fausse croyance, puisqu'en réalité, il y a des hommes et des femmes sur Terre. On n'avait pas forcément besoin de nous pour avoir Un plaisir, orgasme. un orgasme et un plaisir. Mais quand bien même, c'est pas une question de besoin, puisqu'en réalité, ça c'est juste une réflexion encore phallique, parce qu'en réalité, on a toujours besoin les uns des autres. Donc ce n'est pas une question de j'ai pas besoin de toi, c'est que là, j'ai besoin de moi de cette manière-là. Et toi, quand tu es là, c'est d'une autre manière. Non, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport aux excisions, tout ça, sur le plaisir des femmes. Dans certains pays... Ils veulent absolument avoir la suprématie. Après, ils ne l'amènent pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est en se penchant sur la question qu'on a compris que c'était quelque chose qui clairement supprimait à la femme sa liberté de prendre du plaisir et d'avoir cette puissance sexuelle qui amène à la créativité, en fait, au-delà de l'aspect sexuel. Et donc voilà, c'est en se penchant sur la question, d'un point de vue extérieur, après combien de siècles ou d'années de pratique, qu'on s'est rendu compte que ça venait de là, en fait. Comment on peut rendre l'homme responsable, seul responsable et seul maître du plaisir et du désir de la femme? Comment on peut lui enlever cette puissance-là, puisqu'elle a un organe que les autres n'ont pas, que les hommes n'ont pas, en tout cas. Après, pour revenir à cette idée à la masturbation, en fait, tu parlais des jouets. Il y a des jouets, effectivement, mais on peut le faire aussi soi-même. Je pense que tout le monde est au courant là-dessus. Je n'apprends rien à personne. Et C'est pas. et on a effectivement cette idée de la masturbation que c'est un substitut. C'est quelque chose qui compense l'absence de l'autre ou l'insatisfaction. Et donc je rejoins Emmanuel sur le fait que ce n'est pas ça. Comme de la même façon que beaucoup d'hommes se masturbent, et ils n'ont jamais été questionnés sur l'efficacité ou leur pratique sexuelle avec leur compagne. Je veux dire, c'est une pratique sexuelle comme une autre. On a besoin de se connaître soi avant d'être au contact de l'autre. Je répète un petit peu ce qu'elle dit, mais je suis d'accord avec elle. Hein. On n'a pas besoin... On doit passer, je pense, pour bien se connaître, par le plaisir solitaire avant d'être en contact avec l'autre. C'est encore tabou. Moi, je confirme. Pour les femmes. Je confirme. Pour les femmes, bien sûr. Je confirme, moi, pour les hommes et les femmes. Je confirme parce que, en fait, je sais que le porno... Alors, j'ai regardé des documentaires par rapport à ça, et on expliquait que le fait que certaines... Alors, je parle pour les hommes. Hein. Enfin, du moins, ça a parlé d'hommes, en tout cas. Le fait de regarder admettons, une scène pornographique, mais de regarder, par exemple, tu parlais de rubriques. À force de regarder la même rubrique, ça pouvait avoir un effet sur le psychisme de l'homme. C'est-à-dire, il aime ça, il aime la fellation, par exemple. Eh bien, ça va rentrer dans sa tête. Tant il regarde les vidéos, il commence à se focaliser que sur ce qu'il a marqué, ce qu'il a déclenché, exactement. Et il ne regarde que ça, ce qui fait... Et à un moment, il se retrouve avec une partenaire. Un vrai humain. Enfin, en tout cas, chez les hétéros, on va dire. Ça. Et en fait, il se retrouve bloqué parce que son cerveau a enregistré ce qu'il aime le plus.
Et c'est ça, cette image qu'il a toujours pris l'habitude de voir. Et il a quand il est plus dedans, fantasmé, voilà, ouais. il a fantasmé. Ça veut dire que si c'est plus dans le décor où l'action a déjà été consumée, l'après, eh ben, son corps réagit, il perd sa libido parce que finalement, ben, il se connaît pas déjà. Et il s'est fié, il a donné toute sa confiance aux images qu'il a regardées pendant des années, quoi. La réalité humaine n'est pas la réalité virtuelle. Et Exact. quand il le découvre, effectivement, ça peut créer un court-circuit. Parce qu'il s'est projeté, surtout s'il s'est beaucoup focalisé, comme tu disais là-dessus, il a imprimé quelque chose qui est un mélange entre le visuel et l'imaginaire. Du coup, quand il le vit pour de vrai, il ne comprend pas pourquoi ça ne l'excite pas autant. C'est quelle Et il y a partie plein du de cerveau? choses. Où il s'éteint après. C'est-à-dire que quand il vit la même scène, ça va, mais l'après, tout ce qui reste après, ben, il est plus du tout, il comprend C'est ça. pas. Limite, il est dans l'inconnu, il comprend pas. Ça ne reste pas seulement dans le cerveau reptilien, hein, ça fait le tour. Hein. Mais en l'occurrence là, c'est plutôt que le cerveau reptilien a pris toute la place pour l'aspect orgasmique, excitation, etc. Donc du coup, quand on sort d'un contexte scénarisé, la personne, elle se déconnecte de cette zone-là. Ça ne va pas dans les autres zones, en fait. Ça ne va pas dans les émotions, ça ne va pas dans la réflexion. C'est pas grave si ça va pas trop dans la réflexion, hein, parce qu'on n'est pas là en train de faire une conférence dans sa tête quand on est... voilà. Mais en tout cas, c'est dommage que ça ne se relie pas aux émotions, parce que du coup, il se déconnecte à partir du moment où on sort du cadre qui a l'air bien fixé dans sa tête et qui a l'air d'être sa réalité. Sa seule réalité pour accéder au plaisir. Et c'est en ça aussi qu'il y a des pratiques parallèles sexuelles, qu'on appelle donc paraphilie. C'est parce que certaines personnes, parce qu'ils ont eu des traumatismes, parce qu'ils ont une construction qui a amené ça, pour plein de raisons. C'est quoi la paraphilie? Les paraphilies, il y a c'est une quoi liste assez vaste. Ce sont des En pratiques, quelques mots, hein? ce sont des pratiques parallèles sexuelles. Pratique parallèle sexuelle. D'accord. Par ok. exemple. Maïosotomie, scatophilie, ok. voilà, etc. Donc C'est BDSM, bizarre, lui, tout ce non qui est... Comment? C'est pas bizarre? Ce sont des trucs C'est réel. hors C'est contexte, réel. hors cadre, on va dire. C'est-à-dire qu'à la base, les paraphilies étaient, soyons clairs, toutes les pratiques sexuelles qui ne visaient pas à la reproduction. Donc, on est d'accord que ça réduit quand même beaucoup les pratiques sexuelles. Donc là, ils ont quand même réalisé que, bon, on ne va pas appeler ça pratique déviante parce que ça n'a pas de sens. Déjà, ça veut dire qu'on porte un jugement, donc c'est dommage. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils se sont construits comme ça devient presque pathologique de choisir cette forme de sexualité plutôt qu'une autre parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de pouvoir vivre une sexualité épanouie sans faire de tort à l'autre et en même temps en atteignant l'orgasme. D'accord. Donc ok. ce sont les paraphilies, pratiques parallèles. Et ils ne peuvent pas faire autrement. C'est très technique. Hein. Moi, c'est ça, pas noter, il y a des replays. Il y a des replays, très importants. On parlait des jouets et on en a un peu parlé. Pour certaines personnes, les jouets peuvent aider justement à diminuer l'écart de libido entre les partenaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? Diminuer l'écart entre les Oui, partenaires. c'est-à-dire que, admettons que tu as plus de libido que moi. On est ensemble et bon, ben, en fait, moi, quand je finis, j'ai l'impression de toujours te laisser. En fait, c'est toujours insatisfaite. Ça peut jouer dans ma tête, en fait. Et on peut penser que le jouet va compenser, comme tu disais tout à l'heure, ce que je ne peux plus te donner. Une troisième personne. Donc, selon ma maturité, je peux voir ça soit comme un outil qui m'aide, enfin qui nous aide du moins, Ouais. soit un outil qui t'aide toi à atteindre ton orgasme. Oui. Mais moi, ça m'aide pas, Mais non. vu que je ne comble rien. Mais non, parce que c'est un plaisir solitaire à ce moment-là. Donc, les jouets peuvent être aussi à la fois Quelque des chose ennemis. qui éloigne. Mais c'est pas un ennemi, c'est un jouet. Mais il peut quand même être un ennemi. C'est une perception Enfin, du moins, être très perçu patriarcale. comme- Ça suffit. Tu ne peux pas être en concurrence avec un truc à pile. Bon sang. Mais Ça n'a pas de justement, sens. ça fait du bien d'entendre une femme dire ça. Mais le truc, c'est que quand on voit le plaisir que ça procure à une femme, on se sent un peu lésé. de temps en temps. Questionne-toi donc sur comment je pourrais faire autrement. Est-ce que j'ai envie de faire autrement? Non, pas en te mettant en concurrence avec... non, pas en te mettant en Terminator. concurrence avec le Satisfyer ou que sais-je, mais tu te mets juste dans... Si tu aimes voir ta femme prendre du plaisir, ta compagne ou ta copine, tu te dis, est-ce que quand elle est avec moi, elle prend du plaisir? Chaque orgasme est différent. Même si on sait qu'ils sont tous clitoridiens pour la femme.
Donc, à toi de voir si tu as envie de tester d'autres choses pour agrémenter votre rapport et voir comment tu peux lui donner du plaisir et voir comment ces orgasmes gagnent en puissance, mais pas dans l'idée de performance, dans une idée de jeu, en fait, entre vous. Donc, le truc à pile ne peut pas être ton concurrent. Tu veux qu'on en parle? On peut en parler. Oui, non, parce que c'est pas possible. Comme je te dis, il peut être mon ami. Mais qu'il soit ton ami, tu peux jouer avec si elle t'autorise, mais ça reste son espace à elle. Mais en fait, quand tu parles justement effectivement de concurrence... Comme s'il y a des jouets pour hommes maintenant. Oui, il y en a toujours eu en fait. Hein. Oui. C'est juste que les hommes partent du principe qu'ils sont déjà équipés et qu'ils n'ont pas besoin de ça. Très souvent, ils estiment qu'ils ont besoin de rien. Mais bon, ça c'est les hommes. Ça tombe bien, Jeanne. Mais à côté de ça, tu vois, tu as dit, oui, mais être en concurrence avec, parce qu'elle prend plus de plaisir avec le truc. En fait, on constate le plaisir que ça procure, et des fois, on ne sent pas qu'on procure ce même plaisir. C'est parce qu'en fait, très souvent, les gens ne se rendent pas compte, c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude d'être seuls avec eux-mêmes. Et les gens ne se rendent pas compte qu'être bien avec soi, c'est beaucoup plus jouissif que d'être bien avec quelqu'un d'autre. Oui, mais... Et le truc, c'est que cette mentalité patriarcale que de vouloir croire qu'à chaque fois que quelqu'un est vraiment mieux, c'est forcément lié à la personne d'en face, parce qu'on a fait croire aux femmes comme aux hommes qu'en fait, il fallait que la femme... Bon, à l'époque, c'était comme les Disney et tout ça, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On faisait croire qu'en fait, la femme avait toujours envie de se marier. Et d'avoir beaucoup d'enfants. Du coup, que par extension, le bonheur venait du fait que de l'extérieur. Sauf qu'en réalité, c'est pas la vérité. On s'est rendu compte depuis la nuit des temps, mais depuis quelques temps, depuis peu, que c'est pas vrai. Et il faut en fait que ce truc-là, je sais, vous les hommes des fois sont un petit peu difficiles à comprendre rapidement. Non mais je sais. T'inquiète, Jazz, moi, l'important c'est de comprendre. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il faut comprendre que, en réalité, ni toi en tant qu'homme, ni une femme en tant que femme. Ni toi en tant qu'homme. Non mais. Avec une chance sur deux. Ni une femme en tant que femme, tu m'as fait perdre le fil. N'a besoin vraiment de quelqu'un d'autre pour être bien. C'est ça en fait qu'il faut réussir à comprendre. On n'est pas dans un besoin. Et d'ailleurs, en fait, en rentrant dans cette pensée de on n'a pas besoin de l'autre, on n'est pas non plus après dans des relations de dépendance. Ça veut dire je suis déjà bien avec moi en tant qu'individu. Et en fait, la personne qui vient avec moi, c'est en fait deux bonheurs qui se rencontrent. C'est pas genre ah bah tiens si j'ai pas rencontré Olivier, ah là là mon Dieu, je suis désespérée, je ne peux pas vivre sans toi. Arrêtez, faut l'avouer. Et en fait, très souvent les hommes aiment en fait cette sensation que en fait cette impression, parce qu'en fait c'est même pas vrai, que en fait on a besoin de, mais en fait même aussi les femmes aussi ont ce truc aussi, je dis ça mais dans un autre sens. Ah oui, ben c'est moi qui m'occupe de lui, qui peut machin, et c'est c'est du n'importe quoi. En fait le truc c'est que l'être humain, on s'en fiche, c'est asexué. L'être humain est bien tout seul. Il a besoin de personne, façon de dire, c'est-à-dire qu'il est bien d'abord tout seul. Et ensuite, comme c'est un être sociétal, il aime les interactions, par contre. Et après, tu peux être en couple, comme tu peux être aussi, avoir des amis, la famille, etc. Et il te faut aussi quelqu'un peut-être qui serait plus proche, parce qu'il y a des degrés quand même de proximité entre individus. Donc, si moi je suis bien en faisant du cheval, tu vas pas demain me dire, si c'est pour moi orgasmique de faire du cheval, tu vas pas me dire... Ah ben non, mais c'est pas moi qui... On va savoir après. C'est quoi cette histoire? Alors du coup, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que effectivement je trouve un peu de plaisir sur un autre truc sans toi que ça veut dire que t'es inutile. Moi je comprends. Mais après, c'est un cheminement. Maintenant, comme disait Marie-Laure, maintenant aussi, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que je ne fais pas aussi. Qu'est-ce que je fais pas. On enlève la négation. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Et puis le truc aussi, c'est qu'on ne pose pas la question à l'autre. On part en conquérant. Ah ouais, je sais, de toutes les manières, j'ai une verge, donc je suis au courant. J'ai vu 20 000 pornos, je suis au courant. Sauf que toutes les femmes sont différentes. C'est pas parce que celle-là... Et les hommes aussi. Oui, aussi, mais bon, comme c'est vrai que je te regardais, donc c'est pour ça. Je sentais que j'étais ciblé. Chaque être humain... Je ne sais pas. Chaque être humain est différent, donc... Si celle-là aimait les souffles dans le cou, l'autre, elle va préférer les caresses sur les bras. Si tu lui demandes pas, tu sauras pas. La communication, c'est ce que je voulais dire. Et la communication est importante. C'est primordial. Très important. La communication et la compréhension. Et on ne demande pas souvent aux autres
qu'est-ce que tu veux. Et c'est pour ça que quand tu parlais du fait que les gens qui multiplient les conquêtes juste pour le plaisir personnel, ils sont là pour faire leurs affaires. Ils ne sont pas dans un échange. Et c'est ce que Marie leur disait aussi. Donc en fait, tu n'es pas dans un échange. Tu es juste là en train de faire tes affaires. Voilà, alors que lorsque tu fais des dons. Tu veux pouvoir faire concurrence à un sextoy, il faut pouvoir aussi poser les questions. Je te rejoins là-dessus. Et concrètement, on parlait du cheval, il y a aussi dans des couples des problèmes. Oui, tu as ton activité, moi je ne suis pas inclus dans tes activités. Oui, parce que c'est mon espace personnel en fait, tu me laisses tranquille. C'est pas si facile, là on en rigole et on a peut-être aussi gagné des clés, même sans être des super-héros au fil de notre cheminement individuel pour pouvoir parler comme ça. Mais la réalité c'est que c'est vrai que dans l'idéal, c'est mieux de pouvoir se sentir bien seul. Donc quand tu te mets en concurrence avec un cheval ou avec un jouet, c'est peut-être que toi-même, il y a une partie de toi qui n'est pas en confiance. Tu n'es pas en confiance dans ton rapport à l'autre, tu n'es pas en confiance dans ton rapport à toi, et il y a un manque de confiance en toi finalement. Donc la concurrence qui se manifeste à ce moment-là, c'est parce que toi-même, tu te dis, tu te sens peut-être petit. Alors qu'au final, c'est deux plaisirs différents avec un objet d'un côté et un sujet de l'autre. Moi, je peux faire le cheval. Vous avez c'est le cheval tranquille aussi. Oui, c'est ça. C'est très étrange. C'est une astuce. Et pourquoi pas. Mais voilà, c'est choisir d'être bien seul, c'est important. Choisir que l'autre soit bien avec d'autres personnes, d'autres objets que soi, c'est important. C'est important, ça permet cette autonomie. Ça permet de rester dans cette idée de rien n'est gagné d'avance. Vous avez ouvert une brèche, mesdames. Une grosse brèche. Et une grosse brèche, oui, très importante. Tu l'as dit tout à l'heure là, à travers les 4 temps, le temps pour soi. Olivier, tu peux donner un peu plus d'éléments par rapport aux 4 temps, parce que nous attendons une perche. C'est vrai. Emmanuel a parlé d'un des temps, le temps pour soi, elle a beaucoup appuyé dessus. Il faut savoir que l'association Papa Paginité avec Milavie ont mis en place un concept qui s'appelle... aux Adam en action. Non, mais c'est à la base, c'est Milavie. Alors, il n'y a pas de discrimination, mais c'est Milavie et Papa Paginité à la base. C'est compris, oui. Et en gros, ils ont monté un concept qui s'appelle les 4 heures de la parentalité. Ok. Donc on a analysé, on a rencontré des personnes, hommes et femmes confondus, quel que soit leur statut, c'est-à-dire célibataire, en couple, en famille, etc. Et on a essayé de répartir le temps. On est parti sur une base de 100%, on est parti sur 4 grands axes, donc le temps du travail, le temps accordé au travail, le temps accordé à la famille, le temps accordé au couple et le temps pour soi. On est parti sur une base de 25-25, donc d'un certain équilibre, mais on a bien compris en échangeant que c'était difficile d'équilibrer tout ça. Par contre, certains temps peuvent empiéter sur d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les coupler. Donc on est parti sur ces idées-là, grâce à des échanges très enrichissants, et nous avons monté ce concept que nous proposons à toutes les communes de la Martinique, et même hors de la Martinique. D'ailleurs, ce vendredi, on aura justement un grand événement, ce sera le premier d'ailleurs. Une conférence. Une vraie conférence sur les 4 temps de la parentalité, et pour tous ceux qui verront ce direct, vous serez invités. Vous êtes nos invités. Ça se déroule où? À Shellshare, merci, tu peux traduire. Non, mais tu as raison. Ça se dépend à Batelière, Shellshare, au quartier Ozanam, à Shellshare. À partir de 19h. Derrière le nouveau bâtiment Ruby. Ok. Donc ils ont fait une salle de sport. On sera à l'étage, une salle de sport. Donc on sera à l'étage à partir de 19h. Il y aura des professionnels et Milavie également. Donc l'idée c'est de partager sur les 4 temps de la parentalité, c'est ça, d'échanger là-dessus ou bien de délivrer En fait, on va présenter le concept. Okay. Parce qu'auparavant, on a travaillé avec des personnes et c'est de là qu'on a fait des analyses. Et là, on propose concrètement le concept au public, en fait, tout simplement. Et on va se déplacer, si possible. Bon, je ne dis pas trop. Vous saurez, suivez les actualités. Vous comprendrez. Mais en tout cas, c'est un concept... Abonnez-vous à nos pages. Exact. Okay. Donc voilà, c'est... Pour rebondir sur ce que tu disais concernant les 4 temps, tu as utilisé des termes qui me dérangent. Dis-moi. Quand tu as dit... donc on a essayé de faire 25-25-25. On est parti sur une base. Sur une base, oui, de 25-25. Et que du coup,
c'est problématique parce qu'on n'arrive pas forcément, on se rend compte que ça va pas rentrer Mais on comme peut- ça dans les cases. mais on peut Et- l'aménager. Attends, je vais pas venir. D'accord, y a pas Et de du souci. coup, D'autres questions? C'est pas moi qui vais vous dire. Voilà. donc du coup, en réalité, c'est problématique et que il y en a qui empiètent sur l'autre. Oui. En fait, le truc, c'est que les choses n'empiètent pas et il n'y a rien de problématique. C'est juste que souvent, les êtres humains aiment toujours les cases. Donc le temps pour les enfants, c'est 25. Bon, je sais que c'est une base, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le temps pour ça, c'est 25. Le temps pour ça, c'est 25, 25. Sauf qu'en réalité, la vie n'est pas juste linéaire et en plus, il y a des imprévus, il y a des choses qui se passent. Donc il n'y a rien. En fait, c'est pas ça. C'est juste le terme problématique qui résonne en fait dans les oreilles de je comprends. l'inconscient. Je Ce qui comprends. fait qu'en réalité, D'accord. ça, de manière inconsciente, ça enclenche une culpabilité. On s'en rend pas Ça compte, peut- mais c'est possible. le C'est terme, possible. le fait C'est une d'utiliser perception, en le fait. terme problématique ou que ça empiète, on se dit mince, j'ai mal géré en fait. Du coup, on se dit tout de suite culpabilité. Eh ben, c'est Alors très qu'en bien. réalité, il n'y a aucune culpabilité. Aujourd'hui, tu lances, je sais pas moi, papagénité à 4 temps, tu auras forcément moins de temps pour la famille, mais une fois que ce sera, je sais pas moi, lancé et que ce sera un peu plus stabilisé, tu auras peut-être plus de temps pour la famille. Tu sais, il y a donc le C'est plus largement important, Non, mais- le plus important, c'est de communiquer avec la personne avec qui on vit en disant, tu vois, ces temps-ci-là, je serais assez Si on pris. vit avec quelqu'un. Si on vit avec quelqu'un, bien sûr. Parce que si on est seul, en fait, ça pose pas vraiment de problème. Ça peut, ça dépend de comment tu... Oui, c'est de vrai, ta perception de effectivement. l'organisation. Mais néanmoins, communication avec soi et communication avec les autres, avec l'autre ou les autres, en précisant, voilà, ces temps-ci, je suis occupé. Et aussi en se parlant à soi-même, hein, je suis occupé, donc ne te prends pas la tête, quoi, en fait. Donc on se voit vendredi, alors. Mais attends, oui. attends. Attends, je voulais rajouter. Je peux, Emmanuel? Oui, j'ai fini. Non, tu sais, comme tu disais, on peut aménager son temps. Tu as dit 25 à travers une journée. base, je Une réfléchis. base. Parce qu'on Mais partait de sinon, on peut 100%, ouais. sinon, on peut la planifier sur une semaine, sur un mois, quoi. Ça va dépendre du temps qu'on L'espace-temps, aura. il dit, oui. De C'est ça. l'espace-temps. Propre à chacun. Si on est en vacances, on n'aura pas le temps pour le travail. Et c'est une idée d'harmonisation Voilà. Non, et pas c'est- forcément de répartition comptable. Mais en fait, J'ai vous bien avez précisé exactement que dedans, c'était en fait. le terme, en fait, Mais qui c'est m'a bien, dérangé. c'est C'est pas bien. la base même. Pour C'est dire que le ça peut aussi terme. interpeller d'autres personnes qui vont vous écouter lorsque vous présenterez le concept. Moi, c'est très bien ce qui vient de se passer. là. Enfin, je crois, hein, c'est ça. hein. Non, non, c'est très bien. Mais on a c'est commencé très l'espace bien. d'échange. Hein. Voilà, mais c'est très bien, ça a commencé aujourd'hui, là. C'est bien. Mais Mais c'est tu seras, exactement tu ça. seras là en fait. vendredi alors, Emmanuel. Hein? Ça dépend, c'est ce vendredi-là déjà Oui, ce vendredi à 19h. Je verrai. Je vais mettre des pressions, là. Ok. Non, mais en tout cas, bon, il ne nous reste pas pour beaucoup de temps. Bon, moi, mesdames, je tiens à vous remercier. Moi, j'ai trouvé ça très riche. Hein. J'ai beaucoup appris, comme dans beaucoup d'émissions, mais j'ai entendu des discours, pour moi, très intelligents, enrichissants surtout. Donc, moi, je tiens à vous remercier. Jonathan, t'inquiète, tu vas faire tes affaires. J'ai pas dit nous, mais tu sais, c'est déjà pas vraiment un coup de à la Emmanuel. Hein. Donc, non, c'était très intéressant. J'espère, messieurs, dames, que vous avez pu noter ce que moi-même j'ai pu noter. Jonathan, comment tu as perçu J'ai apprécié, hein. C'est-à-dire qu'on a fait. Quand certains ont entendu la libido, ben on l'a fait en sauce papa génité, avec les connaissances qui vont avec les invités qui vont avec. les invités qui vont avec, et puis les réflexions, hein. Parce que bon, j'ai entendu beaucoup de choses, le côté reptilien, etc., etc. Je vous invite à regarder à nouveau l'émission, hein, de la partager, d'en parler autour de vous. Je vous remercie, mesdames, et un petit coup de pub aussi pour samedi, n'oublie pas. Moi, on vous l'a dit, mais toi aussi, je te remercie. Ça vient. On va faire un petit coup de pub pour samedi aussi. Oui, non, il n'y a pas de Et problème. franchement, voilà, on avait nos stylos, on a préparé nos questions et puis vous avez répondu à toutes les réponses. Vous avez émerveillé l'émission. Donc, merci à vous. Merci, Avec merci plaisir. C'est pas de pour ma faute, les gars. l'invitation. C'est pas de ma faute. N'oubliez pas un grand rendez-vous, effectivement, comme dit Jonathan. La Journée internationale de l'homme. Et oui, ça se passe samedi 19, de 14h à 21h30 à Fort-de-France, sur le Malécon et la Savane. On vous a concocté un programme en partenariat avec la ville de Fort-de-France et certaines associations de cette commune. Ma Choquette, la Papam, Papa Génitaire. Papa Génitaire, exactement. On a concocté un programme. C'est pour tout le monde. La journée est pour tout le monde. Elle sera enrichissante pour tout le monde. On a pensé aux enfants aussi. Et le soir, il y aura effectivement 2 courts-métrages très intéressants. Un Chambered, ça c'est mon préféré. Il y aura aussi un court-métrage sur Fanon. Très C'est important un aussi. homme, un grand homme.
Je profite aussi pour une belle dédicace, un bel hommage à M. Omotunde, qui malheureusement nous a quittés récemment. Mais il nous a laissé un héritage très intéressant, à nous de puiser dedans et de nous renforcer spirituellement et avançons avec beaucoup d'amour. Très important. Bienvenue dans Papa Génitaire. À la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Il joue à bisou en papa au top. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout. Toujours pas répéter tout les bonnes stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.